pour ces jeunes femmes qui souhaitent en fait rentrer dans l'automobile. Ce qui compte, ce n'est pas la difficulté, c'est l'envie. Je m'appelle Atina Argiriou, je suis la présidente déléguée de la SIAM qui représente les intérêts de tous les secteurs automobiles, les véhicules industriels, bus et cars et les motos. Je ne viens pas du secteur automobile, j'ai pris cette fonction il y a 3 ans. Je trouve que c'est un secteur passionnant parce que ça représente beaucoup d'opportunités, pas uniquement comme des femmes comme moi, mais également pour le renouveau de nos économies et également des questions de souveraineté. C'est un secteur qui s'est réinventé totalement après les Green Deal, la décision qu'on a prise en fait de cette transition écologique. Et aujourd'hui, c'est un secteur qui n'est pas uniquement orienté vers l'objet, les produits ou la performance, mais c'est un secteur qui représente la mobilité, du coup des questions sociales, économiques et géopolitiques. Alors pour moi, il y avait tous les composants pour pouvoir m'épanouir dans ce secteur. La vie, en tout cas la mienne, s'est faite pour de curiosité, de beaucoup de travail, mais également tout ça a amené des opportunités. Moi, c'est souvent les métiers qui m'ont choisi plus que moi. Je l'étais la seule femme autour de la table et je le suis encore. Par contre, il ne faut pas faire des raccourcis, puisque mes adhérents m'ont choisi. Et ils m'ont choisi doublement, parce que j'ai 2 fonctions. J'ai la fonction en fait, du directeur général, pour la gestion quotidienne, administrative, financière ou l'exécution en fait, du plan stratégique. Mais ils m'ont choisi également pour être leur porte-parole. Parce que la fonction du président délégué, c'est une fonction d'élu. Et c'est une fonction qui garantit la neutralité au niveau de la prise de position. Alors qu'on est même un bureau qui est composé de 3 présidents, un pour chaque secteur que nous représentons ici. Alors oui, ça reste encore un univers très masculin, mais la confiance est là. J'ai voulu compenser justement ce déséquilibre qu'on peut retrouver autour de la table par une équipe féminine, mais extrêmement engagée, motivée et performante. Quand je suis arrivée, la mission c'était également le renouveau de la SIAM. C'est repositionner, créer plus de services pour les adhérents, prendre plus de place, nouer de meilleures relations, plus qualitatives avec les parties prenantes. Et l'équipe faisait partie en fait de cette mission. Alors non, avant il n'y avait pas une équipe de femmes, il y avait une toute petite équipe qui s'est agrandie, notamment avec des femmes de qualité. Notre stratégie de recrutement n'est pas discriminante vis-à-vis des hommes ou des femmes. Les process c'est exactement le même, transparent, les étapes sont les mêmes, mais les femmes, peut-être dans les contextes dans lesquels on évolue, nous, des plaidoyers d'affaires publiques, c'est là où elles performent le plus, où elles se distinguent le plus, c'est souvent des profils assez complexe. Le management, c'est un management de proximité, mais avec beaucoup de latitude pour que chacun puisse en fait s'approprier du sujet et avoir l'espace voilà, pour donner un peu de sa personnalité, de son empreinte. Là où j'interviens très souvent, c'est pour les aider à prendre confiance en elles-mêmes, à ne pas douter, ou à ne pas être déstabilisé, parce qu'on est quand même encore dans un environnement extrêmement hostile envers les femmes. C'est important de prendre la parole pour personnaliser la possibilité d'y accéder. C'est peut-être pas ce qui me correspond le plus. Je préfère agir plus dans le backstage et de mettre en avant les équipes pour pouvoir leur donner la lumière et par cette lumière également la confiance d'eux. On a parlé tout à l'heure du rôle de management, un management de proximité, d'empathie. Ça n'enlève pas en fait les difficultés de aussi devoir orienter ou réorienter quand ça ne va pas. Ça c'est extrêmement important. De ne pas
rentrer dans un management en fait des proximités d'amitié, mais de rester dans un management avec la responsabilité de guider, de devoir intervenir les bons moments avec les bons messages, les bons langages pour rappeler l'objectif. Je dirais que c'est ces choses qui peut-être on ne peut pas apprendre. C'est des choses qui viennent avec l'éducation, avec la culture, et ils sont bien ancrés chez nous. Je ne suis pas sûre qu'on devienne leader. J'ai appris par mon passé, oui. Je suis tombée, je me suis relevée, j'ai regardé, j'ai écouté, j'ai corrigé. Je ne sais pas si je suis leader, mais je suis quelqu'un de visionnaire et ça me plaît en fait de transmettre la vision et de guider les équipes et les fédérer autour de cette vision. Il faut aussi apprendre à être contesté et à apprendre de persévérer ou bien d'écouter. Ça, c'est difficile, hein, de savoir qu'on a vraiment raison. Et il faut aller au bout malgré les vents et marées. Quelqu'un qui guide, en tout cas, c'est quelqu'un qui est plutôt seul. Je regarde autour de moi et là, je trouve parfois les limites de ma tolérance. Quand dans la moindre difficulté, on va se retourner vers l'extérieur pour trouver un fautif à l'extérieur. Moi, spontanément, je me suis toujours retournée envers moi pour dire « toi, comment tu peux faire mieux ?» Ça, c'est mon rapport avec l'échec ou la difficulté ou les défis et comment ça se tourne en opportunité. Je pense que notre société a trop tendance finalement de se protéger de cet échec et de renvoyer la responsabilité à l'extérieur. Il y a toujours une responsabilité partagée, mais il y a aussi une responsabilité à prendre en compte soi-même. C'est normal et c'est humain de douter et de se questionner, c'est ça qui nous fait avancer. C'est vrai que les femmes en souffrent plus par rapport à leur éducation et par rapport à l'environnement socio-culturel. C'est la maturité et petit à petit aussi quelques réussites. Finalement, quand je me suis battue contre courant, et j'ai vu les projets aboutir et prendre de l'ampleur et les équipes derrière, je n'ai pas pu en fait dire non, c'était pas moi. Il fallait à un moment donné aussi prendre part de ces succès. Alors, et petit à petit, voilà, ça consolide la confiance, ça avance, mais il faut une force de caractère hors normes. Les défis que je relève tous les jours, c'est d'abord de s'imposer en tant que femme dans ce secteur et aider mes équipes à se surpasser et se préparer cette femme pour des métiers de leadership. Moi, j'ai 55 ans autour de cette table qui me soutiennent dans les quotidiens, dans les conseils d'administration, et ils m'ont fait confiance avec l'évolution de la SIAM. Mais je n'ai pas commencé par la difficulté, j'ai commencé par l'envie et comment je vais être la meilleure. On peut discuter en fait sur les bien fondés des quotas ou pas. En tout cas, pour les conseils d'administration, c'est une démarche qui me paraît indispensable. C'est la façon de procéder pour avoir des résultats un peu plus rapidement et donner l'exemple aux autres femmes, mais aussi ouvrir cette voie d'apprentissage. Parce qu'un conseil d'administration, ce n'est pas comme un autre travail ou un autre poste, c'est extrêmement spécifique et il n'y a pas d'école pour ça. L'école, c'est y être et participer et prendre ses responsabilités très en sérieux. Et effectivement, les femmes n'ont pas, jusqu'aujourd'hui ou très récemment, ont eu cette expérience pour pouvoir en parler et transmettre. Un dirigeant a l'obligation d'échanger, a l'obligation de confronter ses opinions, pas forcément avec les raisons comme on l'entend aujourd'hui. D'ailleurs, on a aussi des questions de conformité, de compliance aujourd'hui qui ne nous permettent pas forcément d'échanger sur des choses extrêmement opérationnelles, mais c'est une obligation en fait de confronter ces opinions. Les dirigeants, globalement, c'est quelqu'un qui est extrêmement seul. Moi, je ne suis pas de la génération des réseaux comme on l'entend aujourd'hui. Notre réseau, c'était beaucoup plus fidèle, c'était beaucoup plus sur la parole, c'était des amitiés ou des relations beaucoup plus solides. Maintenant, on définit les réseaux comme un ensemble de connaissances avec des intérêts convergents ou communs et plutôt spéculatifs. Je ne me retrouve pas. C'est vrai qu'on a complexifié le monde. C'est vrai qu'il faut créer des passerelles
avec les nouvelles générations. La facilité ne fait pas partie de mon vocabulaire. Et c'est là où je peux faire plein de choses, mais peut-être pas faciliter, peut-être expliquer, peut-être donner des outils, des orientations, un autre regard. Mais c'est à chacun en fait de faire son chemin. Pour moi, la réussite est déjà de pouvoir remplir l'objectif pour lequel on est mandaté dans de très bonnes conditions pour les équipes, dans un contexte qui porte pour les équipes et pour les gens qui nous ont fait confiance. La réussite personnelle, c'est d'arriver à un équilibre aussi personnel. C'est un moment critique pour le secteur automobile et je prends très au sérieux cette responsabilité. C'est un moment qui devrait être tourné vers toutes les opportunités pour que ces secteurs puissent rebondir, être encore plus innovants et perdurer. Et à travers les politiques publiques et la mauvaise compréhension en fait, de cet écosystème, on met en péril cet équilibre et la viabilité de ces secteurs. Et j'avoue, parfois, je ne peux pas faire abstraction et ne pas amener cela à la maison ou les moments de repos ou même de sommeil. Il y a des années où on n'est plus sur la performance. C'est là où je me suis mise à apprendre à piloter et à être pilote d'avion. Il y a eu d'autres moments où j'avais besoin en fait plus de rétrospection. Je pense suivant l'âge, on évolue un peu. Les degrés de stress, c'est chacun de trouver un peu son équilibre et encore également par des moments de solitude ou de quiétude sans avoir cette culpabilité de ne pas produire. C'est un conseil que je donnerais à tout le monde, à toutes les mères, à toutes les femmes, qu'elles culpabilisent toute la journée. Il faut déculpabiliser, il faut faire son mieux et accepter que son mieux peut-être n'est pas l'idéal. Dans mon parcours, il y a de personnes qui m'ont marqué, qui m'ont donné envie et espoir en même temps. Je vais citer une femme remarquable, elle s'appelle Farah Mohamed. Et elle vient d'être nommée sénateur au Canada. Fille de parents immigrés, parcours pas du tout évident. Et quand j'ai su, il y a 2 semaines, de sa nomination, j'ai eu les larmes aux yeux, de joie pour ses parents, pour elle. Si vous interviewez en anglais, je vous recommande vivement et je vous ferai l'introduction de Farah Mohamed.